Vous regardez Medi 1 TV Afrique, votre journal c'est tout de suite. Voici les titres qui font l'actualité. L'Union africaine accueille aujourd'hui à Addis Abeba une réunion sur la question des migrants détenus en Libye. L'objectif est de mettre en œuvre un plan d'évacuation avec l'Organisation internationale pour les migrations. Sanaa, la capitale yéménite, a été le théâtre d'affrontements violents. Les habitants sont restés barricadés chez eux pour fuir les échauffourées entre camps rivaux. Assemblée générale des Nations Unies sur l'environnement au Kenya. Les ministres de l'environnement d'une centaine de pays se réunissent pour lancer un appel à lutter contre la pollution. Soyez les bienvenus sur Medi 1 TV Afrique. Avant le développement des titres, sachez que le président sud-africain Jacob Zuma veut renforcer les relations avec le Maroc, un pays africain qui avait accordé un précieux soutien à la lutte du peuple sud-africain contre le régime de l'apartheid. Ce nouveau rapprochement intervient suite aux entretiens entre le roi Mohamed VI et le président Jacob Zuma en marge du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu à Abidjan les 29 et 30 novembre dernier. Il faut noter également que la 13e session de la réunion de haut niveau Maroc-Portugal débute aujourd'hui dans la capitale marocaine Rabat pour 2 jours. Le département du chef du gouvernement en a fait l'annonce hier dans un communiqué. Cette réunion sera présidée par le chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani et le premier ministre portugais António Costa. Les travaux de la réunion seront sanctionnés par la signature de conventions de coopération sur plusieurs domaines. Aux côtés de Saad Eddine El Othmani, António Costa donnera par ailleurs le coup d'envoi des travaux du Forum économique maroco-portugais qui aura lieu demain. L'Union africaine, elle, accueille aujourd'hui à son siège à Addis Abeba une réunion sur la question des migrants détenus en Libye. Cette rencontre va également réunir l'ONU et l'Union européenne. Il s'agira de mettre en œuvre le plus rapidement possible un plan d'évacuation des migrants en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations. Déjà, le Royaume du Maroc a offert son aide en contribuant au transport des migrants. Le Rwanda s'est également dit prêt à accueillir des migrants qui ne voudraient pas rentrer dans leur pays d'origine. Et restons sur le dossier des migrants. Le président français Emmanuel Macron et le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, sont convenus de poursuivre les efforts internationaux avec pour objectif de ramener la stabilité en Libye et lutter contre tous les trafics. C'est ce qu'a indiqué hier un communiqué de la présidence française. Ces déclarations font suite à un entretien entre les deux dirigeants samedi qui, toujours selon la présidence française, a porté sur la situation dans le Golfe et sur les enjeux liés au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord avec une attention particulière sur la Libye. Au Yémen maintenant, les habitants de la capitale Sanaa étaient barricadés chez eux hier pour se protéger de nouveaux affrontements entre camps rivaux qui tentaient, eux, de renforcer leur position. Il s'agit du camp de l'ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh et celui des rebelles Houthis. Plus de détails maintenant avec ce récit. Sanaa, la capitale yéménite, semble morte après des affrontements qui ont fait au moins 60 morts et blessés. Au lendemain de l'annonce de l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh, qui s'est dit prêt au dialogue pour mettre fin au conflit qui dure depuis maintenant 2 ans, les combats entre les partisans de l'ancien chef d'État et ses anciens alliés, les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, font rage. Samedi, Ali Abdallah Saleh a tendu la main au camp adverse appuyé par l'Arabie saoudite, une démarche qualifiée de grande trahison par ses anciens alliés Houthis. La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite a mené des raids aériens contre des positions des Houthis au sud de Sanaa. Il était cependant impossible de savoir si ces frappes étaient destinées à soutenir les forces de l'ex-président. L'Iran a lancé hier un appel au calme, espérant que tous les groupes, partis et forces politiques yéménites préservent l'unité. Le conflit au Yémen a ravivé les tensions dans le Golfe et intensifié la rivalité entre l'Arabie saoudite et l'Iran. La coalition dispose de nombreuses preuves pour prouver que l'Iran fournit des armes au groupe Houthi. Ce soutien vise à prolonger la guerre civile et la souffrance du peuple yéménite. Riyad ne tolérera pas ce qui se passera au Yémen, qui pourrait affecter l'intérêt national de l'Arabie saoudite. Le soutien de l'Iran aux rebelles Houthis et leurs alliés, le Hezbollah, est un problème auquel l'Arabie saoudite doit trouver une solution. L'ex-président Ali Abdallah Saleh a lui proposé à l'Arabie saoudite de tourner la page.
Il a posé comme condition que le blocus imposé au Yémen soit levé par Riyad. Ces derniers affrontements empêchent l'évacuation des blessés par les services de secours et interdisent toute sortie à la population pour acheter de la nourriture et les produits de première nécessité. La situation au Yémen serait la pire crise humanitaire du monde, selon l'ONU. La guerre au Yémen a fait plus de 8750 morts depuis l'intervention de Riyad et de ses alliés en mars 2015, en soutien au gouvernement réfugié dans le sud du pays. Et sachez que le président yéménite a promis d'offrir prochainement une amnistie générale à tous ceux qui cessent de collaborer avec les rebelles Houthis soutenus par l'Iran. Annonce faite aujourd'hui par le Premier ministre Ahmed Ben Daguer à la suite de la rupture de l'alliance rebelle à Sanaa. L'émir du Qatar, dont le pays est soumis à un embargo par l'Arabie Saoudite et ses alliés, va assister au sommet du Conseil de coopération du Golfe prévu au Koweït mardi et mercredi. Annonce faite hier par le ministre qatari des Affaires étrangères qui précise en effet que son pays n'avait pas encore vu l'agenda du sommet, mais que la crise du Golfe y serait discutée. Rappelons qu'une crise déchire le Golfe depuis le 5 juin dernier quand l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l'Égypte ont brusquement rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, l'accusant de soutenir des groupes terroristes. À l'exception du Qatar et du Koweït, les autres pays n'ont pas encore précisé publiquement à quel niveau ils seront représentés lors de ce sommet. Les forces sud-coréennes et américaines ont entamé aujourd'hui leur plus grande manœuvre aérienne au-dessus de la péninsule coréenne, mobilisant quelques 230 chasseurs, bombardiers et autres avions de combat. Selon l'armée de l'air sud-coréenne, ces manœuvres baptisées Vigilant Ace seront menées conjointement avec les forces de la flotte américaine jusqu'à vendredi afin de renforcer les capacités opérationnelles. Il s'agit du plus grand exercice de ce type entre les deux alliés, réunissant plus de 12 000 militaires. La Corée du Nord avait dénoncé par avance cette opération, accusant l'administration du président américain Donald Trump de vouloir la guerre nucléaire à tout prix. Je n'ai jamais demandé à James Comey d'abandonner l'enquête sur Michael Flint, s'est défendu Donald Trump hier, alors que l'ancien directeur du FBI soutient le contraire. Dans une déclaration samedi, le président américain avait laissé entendre qu'il savait de longue date que son ancien conseiller à la sécurité nationale, inculpé dans l'affaire russe, avait menti à la police fédérale. Ce dernier a plaidé coupable d'avoir menti au FBI, plongeant le premier cercle de l'entourage de Donald Trump au cœur de l'enquête sur l'ingérence de Moscou dans la présidentielle américaine de 2016. Et le président américain Donald Trump met la dernière main à sa décision sur un éventuel déménagement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem. Son proche conseiller Jared Kushner s'est prononcé sur la question. Plus de détails maintenant avec le récit de Soua Abouta. Déménager l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem, c'est la décision que pourrait prendre Donald Trump dans les prochains jours. Selon le département d'État américain, Donald Trump devrait décider aujourd'hui s'il renouvelle comme tous les 6 mois une clause dérogatoire à la loi qui impose depuis 1995 d'installer l'ambassade à Jérusalem ou s'il donne son feu vert à ce déménagement comme il a promis durant sa campagne. Une mesure considérée par les Palestiniens comme un coup fatal au processus de paix, selon son proche conseiller Jared Kushner. Des informations contradictoires ont circulé ces dernières semaines, mais plusieurs observateurs s'attendent à ce que Donald Trump déclare Jérusalem capitale d'Israël sans y transférer immédiatement la mission diplomatique américaine. Une décision symbolique mais explosive qui risque de disqualifier les États-Unis en tant que médiateur, a prévenu le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine, Saab el-Rakat. Pour le président de la Ligue arabe, Ahmed Abdul-Ghait, rien ne justifie cette décision. Cela ne servira pas la paix et la stabilité. Au contraire, cela nourrira le fanatisme et la violence. Selon lui, ce déménagement bénéficiera à une seule partie, le gouvernement israélien, qui est contre la paix. Le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a quant à lui tenté de mobiliser la communauté internationale. Il a contacté les dirigeants de la Turquie, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la France, de l'Égypte, de la Tunisie, de la Jordanie et du Koweït, afin de les appeler à empêcher Donald Trump de prendre une telle décision. Israël considère la ville sainte comme sa capitale éternelle et réunifiée, mais les Palestiniens estiment que Jérusalem-Est doit être la capitale de l'État auquel ils aspirent, ce qui fait de son statut l'un des nœuds les plus épineux du conflit. La communauté internationale n'a toutefois jamais reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, ni l'annexion de sa partie orientale, conquise en 1967.
Au Honduras, maintenant, 8 jours après l'élection présidentielle, le pays n'a toujours pas de président. Le tribunal suprême électoral a repris hier soir le dépouillement des votes et entamé le recomptage des voix déposées dans un millier de bureaux de vote. Le processus va se prolonger ce matin. Selon le stade actuel du décomptage, 95% des suffrages ont été dépouillés. Le président sortant de centre-droite, Juan Orlando Hernández et Salvador Nasrallah, crédités respectivement de 42,92% et 41,4% des voix. La majorité nécessaire n'étant pas encore atteinte pour l'emporter. Pour rappel, le gouvernement avait décrété vendredi dernier l'état d'urgence pour 10 jours, ainsi qu'un couvre-feu entré en vigueur samedi à minuit. Une décision qu'il a prise suite aux manifestations de l'opposition pour contester les résultats. Londres et Bruxelles tentent aujourd'hui de boucler un accord sur le règlement financier du Brexit, alors que Britanniques et Européens doivent également régler la question du sort des expatriés et celle de la frontière avec l'Irlande. 3 enjeux cruciaux des négociations entre Londres et Bruxelles. La première ministre britannique Theresa May rencontrera aujourd'hui le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour un déjeuner de travail crucial, censé finaliser un accord de principe sur les modalités du divorce programmé fin mars 2019. Retour sur la crise catalane à présent. Carles Puigdemont et 4 autres membres de l'exécutif catalan déchus se sont présentés aujourd'hui à Bruxelles aux juges chargés de statuer sur les mandats d'arrêt européens émis à leur encontre par Madrid après la déclaration unilatérale d'indépendance de leur région fin octobre. Cette audience coïncide avec une autre étape judiciaire très attendue en Espagne où le juge chargé du dossier a refusé de libérer sous condition 10 dirigeants séparatistes qui, eux, ont été emprisonnés notamment pour avoir maintenu l'organisation du référendum interdit du 1er octobre. Les ministres de l'Environnement d'une centaine de pays se réunissent aujourd'hui à Nairobi sous l'égide de l'ONU pour lancer un appel à lutter contre la pollution qui tue prématurément chaque année 9 millions d'individus dans le monde. Jusqu'à mercredi, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement devra finaliser une déclaration politique contre la pollution généralisée qui pèse toujours plus sur la vie humaine, les économies, les écosystèmes. Intitulé « Vers une planète sans pollution », ce texte verrait les États membres de l'ONU s'engager à limiter la pollution de la Terre avec des produits chimiques, des déchets non biodégradables ou encore des fumées toxiques. Et face à ce casse-tête environnemental, découvrons l'éco-jogging au Togo. Des jeunes allient le sport à l'environnement. Leur objectif, contribuer à la protection de ce dernier. Et l'initiative connaît un succès fulgurant qui s'étend actuellement aux autres pays de la sous-région. C'est un récit de Fama Dione. Adopter un geste éco-sportif, c'est l'objectif de ce jeune Togolais passionné de course. Félix s'est donné pour mission de faire sortir la pollution de Lomé en organisant des courses, mais aussi en ramassant des ordures dans la rue, dans le but d'aider au maintien de l'environnement et de rester en bonne santé. Nous, on a voulu associer le sport qui est utile pour notre bien-être et l'environnement. Donc c'est pour ça qu'on a créé Eco-Jogging. Donc quand on ramasse les déchets, après on les recycle et on les traite et ces déchets on les transforme pour faire des choses utiles pour la société. Eco-Jogging est la nouvelle tendance au Togo. Les participants parcourent les rues de Lomé en chantant aux grandes dames de ce chef de quartier. Ce Eco-Jogging qui a permis, n'est-ce pas, de démontrer une opération de salubrité, je dirais une opération citoyenne. Vraiment que c'est un exemple que ce éco-jogging nous donne. L'initiative lancée en janvier dernier est de plus en plus populaire. Une fois collectés, les coureurs transportent les déchets au siège d'une ONG à vocation environnementale. L'initiative est saluée de tous. C'est une initiative très exceptionnelle et qui permet de mieux sensibiliser même la population à ces gestes éco-responsables. Avec des installations de recyclage sous-développées, Lomé souffre d'une mauvaise gestion de ses déchets. Dans le but d'aider à résoudre le problème, le jeune entrepreneur Félix Kitagba a lancé Ecorun qui rassemble des coureurs amateurs. Fort de son succès, Félix et ses partenaires ont également lancé Eco-Jogging en Côte d'Ivoire et au Ghana. C'est tout pour cette édition d'information. Bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.